J'ai donc l'honneur de passer la parole au professeur Nathalie Burnet. Madame Burnet est sociologue de formation et professeure de sociologie à l'Université de Namur et à l'Université catholique de Louvain. Je voudrais commencer cet exposé par remercier les organisateurs de cette conférence. Merci pour leur invitation. Merci de me donner l'opportunité, en effet, aujourd'hui de partager et d'échanger avec vous. Alors, loin de moi l'idée de faire le tour de la question en 40 ou 45 minutes. D'ailleurs, je surveille le chrono. Donc, l'idée n'est pas celle-là. L'idée est d'ouvrir le débat. L'idée est de donner quelques repères et sur lesquels, bien sûr, nous pourrons échanger dans une séance de questions-réponses ou lors, bien sûr, du lunch qui suivra cette conférence. Alors, préparer un tel exposé dans un tel cadre n'a pas été chose aisée, et donc j'ai dû faire des choix. Des choix parce que, en 25 ans de pratique professionnelle, maintenant, j'ai vu quand même plusieurs entreprises, quelques-unes. J'ai aidé quelques entreprises à travailler ces questions de fin de carrière. Et bien sûr, les choses ont évolué en 25 ans, mais vous allez voir qu'elles n'ont pas totalement évolué quand même. Alors, donc ces choix, je voudrais en fait les partager avec vous autour de deux questions, vous allez voir tout à l'heure. Mais avant, je voudrais commencer cet exposé par une brève introduction pour rappeler combien ce passage à la retraite, il est aujourd'hui, il fait l'objet aujourd'hui de pratiques en entreprise. De pratiques en entreprise, mais de pratiques aussi organisées par des firmes plus privées. Avec ce qu'on constate aujourd'hui, une multiplication des séminaires de préparation à la retraite. Et se trouve que cette multiplication de séminaires doivent être questionnés. Ça doit être questionné aussi en tant que sociologue. On nous l'a rappelé tout à l'heure. Questionner cette pratique à partir, en effet, des principales limites qu'elle engendre aujourd'hui dans leur organisation même. Il me semble, en effet, que bien souvent, ces séminaires de préparation à la retraite sont insuffisamment instruits, j'ai envie de dire. Souvent d'ailleurs organisés sur des durées extrêmement brèves, 3 jours en moyenne, et avec une centration presque quasi exclusive autour des modifications économiques, juridiques et médicales que ce passage à la retraite va susciter. Il me semble qu'en tant que sociologue, en tout cas, il faut rappeler, bien sûr, l'extrême importance de ce passage de la vie active à la retraite. C'est un moment clé dans une existence. C'est un point de bifurcation, diraient les sociologues. C'est un moment, qui structure en quelque sorte notre quotidien, notre existence tout entière. Alors, si j'étais psychologue et psychologue du travail, je vous parlerais des phases transitionnelles. Par quelle phase passe-t-on lorsque l'on est retraité, avec des phases de bonheur pendant 15 à 18 mois, et puis des phases de retrait, de difficultés qui s'engendrent, etc. Ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est vraiment de partir du caractère symbolique du travail, c'est-à-dire du caractère hautement social de l'activité professionnelle dans nos sociétés, c'est-à-dire poser finalement la question de la place du travail dans nos sociétés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'activité professionnelle, elle est génératrice encore aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, les travaux des sociologues, depuis les travaux de Paul Lazarsfeld dans les années 30 autour de la petite communauté de Marienthal, avaient montré combien l'activité professionnelle, elle structure véritablement nos identités personnelles et nos identités sociales, en nous fournissant et un statut et bien sûr des pratiques au quotidien. C'est donc ce caractère hautement social que je voudrais commencer, avec ce caractère hautement social que je voudrais commencer ma présentation aujourd'hui, en vous posant une double question, en vous emmenant en quelque sorte sur une double dimension. La première dimension, c'est quid de la place de l'activité professionnelle dans le développement de l'individu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec des pratiques RH ? Vous allez voir qu'on n'en est pas nécessairement très loin. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette place de l'activité professionnelle, puisque de toute façon on part à la retraite ?
mais vous allez voir aussi que quelque part, questionner la place du travail dans nos sociétés, c'est aussi questionner ce moment du passage à la retraite. Enfin, la deuxième partie de mon exposé sera consacrée à une question qui me paraissait aussi fondamentale. Est-ce que ce passage de la vie active à la retraite, est-ce que ce passage est un moment ou un processus? J'essayerai de vous convaincre du fait qu'il ne s'agit pas bien sûr d'un moment, d'un point acté, mais d'un processus. Et qui donc processus, qui dit processus, dit justement la capacité à prendre le temps, à poser ce questionnement dans un temps long. Première question dès lors, quid de la place de l'activité professionnelle dans le développement de l'individu? Il me semble que cette question, elle doit être traitée sur quelle est la valeur symbolique du travail et de l'activité aujourd'hui, et je vous ai amené quelques statistiques. Alors, les statistiques ne sont pas récentes, vous voyez qu'on est autour de l'enquête européenne sur les valeurs de 2010. Alors pourquoi cette enquête européenne? Parce qu'elle nous permet en quelque sorte d'être un baromètre des différentes valeurs que l'individu porte dans son existence, à quoi il est sensible, à quoi il tient en quelque sorte. Et ce baromètre européen est reproduit toutes les décennies. C'est-à-dire qu'on a un baromètre pour 1980, on a un baromètre pour, alors je ne sais pas comment on dit au Luxembourg, 1990, 1990, je ne sais pas. On a un baromètre pour 2000 et on a un baromètre pour 2010. C'est donc le dernier baromètre en date dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors vous voyez, je vous ai amené un petit tableau. En gros, il nous montre quoi? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour la population? Ici, on a la population belge, mais je vous rassure, la population française, luxembourgeoise, voire allemande, se situe dans le même contexte. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez, vous avez différentes valeurs qui sont proposées, le travail, la famille, les amis, la relation, les temps libres, les loisirs, la politique, la religion, et on demande simplement aux gens, voilà, si c'est des choses qui sont très importantes pour eux, assez importantes, peu importantes ou pas du tout importantes pour eux. Et lorsque vous regardez ce tableau, et notamment la colonne bleue 1 plus 2 ou 3 plus 4, vous êtes frappé quand même de voir, et on est dans une conférence organisée par le ministère de la Famille, combien la famille arrive comme une valeur, mais des plus centrales aujourd'hui, lorsque l'on parle d'attachement identitaire, puisque près de 98% de la population nous disent que cette valeur, elle est importante, voire très importante. Mais juste derrière, vous voyez deux choses importantes. Vous voyez 90% pour le travail et 91% pour les amis, la relation, ainsi que 88% pour le temps libre et les loisirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail, et plus exactement l'activité professionnelle, fait sens dans la vie des individus de manière considérable. C'est donc quelque chose de fondamental qui structure véritablement les identités et les existences. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est de recentrer ces données de 2010 par rapport aux données de la décennie précédente, c'est-à-dire de poser la question de l'évolution de ces données. Et là, force est de constater que bien sûr, le travail demeure une valeur très importante, avec en 2010 plus de 54% des gens qui y sont très attachés. Mais si vous voyez les données de 2010, vous êtes quand même frappé par un autre résultat, puisqu'en 2010, ils sont 10%, juste 10% de plus, à trouver cette valeur très importante. Donc en 10 ans, on a perdu 10%. Ce questionnement, il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre et il se voit au sein des entreprises. Il se voit au sein des entreprises. Il commence à percoler en quelque sorte au niveau des entreprises. Alors bien sûr, on n'est pas, vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on n'est pas sur une valeur en voie de disparition. C'est un titre
le travail, valeur en voie de disparition de Dominique Méda il y a une quinzaine d'années. Non, on n'en est pas là. Mais quand même, il se passe des choses et il me semble qu'il est intéressant de continuer notre petit cheminement à travers cette valeur symbolique du travail pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, et notamment dans le passage de la vie active à la retraite. Pourquoi ? Parce que cette diminution, cette transformation, elle n'atteint pas tout le monde de la même manière, et surtout, c'est une lame de fond. C'est une lame de fond qui, en quelque sorte, n'est pas simplement limitée aux 10 dernières années, mais s'inscrit véritablement dans une durée. Puisque notre illustre collègue, sociologue Su, nous disait déjà en 1988 le grand bouleversement que nous vivons aujourd'hui et qui est selon nous un fil conducteur dans l'explication de la crise de la civilisation et la remise en cause de la valeur travail comme principe fondateur de l'ordre social et de ses représentations. On est en 1988, ce sociologue était quelque part visionnaire, en effet, d'une forme de transformation radicale des sociétés contemporaines. Bien sûr, on ne s'est pas arrêté à 1988, et plus récemment, 2 sociologues encore, Dominique Méda et Dominique Davoine, nous disaient « Ainsi, près de la moitié des Britanniques, des Belges et des Suédois souhaiteraient que le travail prenne moins de place dans leur vie. » Voilà qui recadre quand même et qui nous donne une espèce de perception sous-jacente de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais ces transformations, je vous le disais, ne bouleversent pas tout le monde de la même manière. Et donc il est intéressant d'aller voir, là derrière cette petite statistique interpellante, ce qui est en train de se jouer et ce qui est en train de se construire au sein des univers professionnels. Alors vous voyez, ça ne se fait pas, je ne vais pas les relire, vous voyez les caractéristiques qui sont prégnantes et puis d'autres qui ne le sont pas, mais il me semble que derrière tout ça, il faut comprendre les différences au sein même des caractéristiques intrinsèques du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, quelles sont les caractéristiques, quels sont les caractères auxquels nous sommes attachés lorsque nous parlons de l'activité professionnelle. Et là, ça va nous plonger, bien sûr, dans vos quotidiens, dans les représentations même de ce que les gens attendent, de ce que les gens veulent de leur activité professionnelle. Et vous allez voir que pour tout le monde, ce n'est pas la même chose. Dans ce sens, nous dit Christian Baudelot et Michel Golac, en France, la satisfaction au travail rime avec bonheur dans les professions les plus valorisées, les mieux rémunérées et les plus stables. Dans ce sens, c'est le contenu même du travail qui procure une forme de bonheur. Donc le bonheur peut être attaché à l'activité professionnelle, mais vous allez voir que ce n'est pas, vous allez voir, et vous le pressentez déjà, que ce n'est pas tout le monde qui peut en profiter de la même manière. Alors, il me semble que dès lors, il faut regarder ce à quoi les gens sont le plus attachés lorsque l'on parle de l'activité professionnelle. Et là, vous voyez que sur toute une série de critères, certains critères apparaissent comme étant plus fondamentaux dans ce qu'on vient chercher dans l'activité professionnelle. Une question d'ambiance du travail et une question économique centrale. Ces principes sont, bien sûr, générateurs d'identité. Mais vous allez voir qu'elles ne sont à nouveau pas révélateurs pour tout le monde de la même manière. En effet, à travers l'ensemble de ces caractéristiques, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles sont associées les unes par rapport aux autres. Alors, je ne sais pas s'il y a des grands statisticiens dans la salle, mais du coup, ce qu'on fait, c'est plutôt des analyses en composantes principales, de manière à voir quels sont les critères de ce travail, de ces variables, qui sont associés les uns avec les autres. On va donc déterminer, dans ce cadre-là, les logiques dans les qualités de l'emploi. Et le résultat nous montre l'identification de 3 mondes cohérents, de 3 mondes structurés, auxquels chacun de nous, bien sûr, appartient, mais avec des degrés divers. Ce qui en fait, finalement, des mondes que l'on peut
que l'on peut véritablement caractériser. Le premier monde, que j'ai qualifié, en suivant les travaux d'un autre sociologue bien connu qui s'appelle Serge Pogam, c'est l'homo faber. Que vient faire, qu'est-ce qu'on cherche dans l'activité professionnelle? On a de l'initiative, c'est un travail qui donne l'impression de réussir quelque chose, on a des responsabilités, ce qu'on fait est intéressant. On peut employer ses capacités, apprendre de nouvelles compétences et se faire entendre lorsque on a des décisions importantes. Vous voyez que toutes ces caractéristiques sont associées. Et donc, on voit bien combien c'est le contenu du travail lui-même qui procure cette satisfaction au travail et est générateur finalement de cette identité professionnelle. Alors, bien sûr, vous allez me dire, pour qui? Et là, les critères sont assez déterminants, les caractéristiques sociodémographiques sont assez déterminantes. C'est un monde masculin, avec un niveau d'études élevé. Ce sont des gens qui travaillent à temps plein, et voire plus qu'à temps plein. Et bien sûr, avec un statut de cadre, voire de cadre supérieur. On voit le monde se dessiner. On voit un premier monde se dessiner, celui où la valeur symbolique du travail, et donc la réalisation de l'activité professionnelle, procure une forme d'identité importante. Dites-moi ce que vous faites, je vous dirai qui vous êtes. Mais ce premier monde n'est pas le seul. Il n'est pas le seul dans les entreprises aujourd'hui. Tout le monde n'appartient pas à cet homo faber. Et donc, le deuxième monde, il est caractérisé, je l'ai appelé l'homo sociologicus, par, vous allez voir, d'autres caractéristiques du travail. Ce ne sont pas les mêmes caractéristiques qui sont recherchées, qui sont valorisées au sein de ces espaces professionnels. En effet, on nous dit, cela permet de rencontrer des gens, l'ambiance de travail est bonne, on n'est pas bousculé, l'horaire est satisfaisant, c'est un travail compatible avec la vie de famille et c'est un travail utile pour la société. Vous voyez que ces caractéristiques ouvrent sur un monde de la sociabilité, du relationnel et sur quelque chose qui s'établit autour de se prendre soin en quelque sorte et d'être dans l'activité professionnelle à travers ces attributs. Alors bien sûr, pour peu que vous travailliez un tout petit peu des politiques de diversité, un tout petit peu, vous aurez compris que c'était plutôt un monde de femmes, c'est plutôt un monde féminin, mais ici, alors de manière un peu particulière, c'est un monde féminin avec peu d'enfants, sans enfants, où on est attaché, avec un niveau cadre inférieur, mais les données sont un peu plus floues que tout à l'heure. Ce sont des employés administratifs ou possédant un statut de chômeur aussi, qui reste très attaché à cette conception très relationnelle de l'activité professionnelle. Donc, cet homo sociologicus qui met autant la question du relationnel au centre, cohabite bien sûr avec les homo faber, ce qui fait bien sûr une forme de diversité dans l'activité économique, parce qu'on n'y vient pas chercher les mêmes choses, on n'en attend pas les mêmes choses. Le troisième monde, il est qualifié du monde du travail instrumentalisé. Parce que ce que l'on vient chercher, c'est quoi? C'est des choses qui sont beaucoup plus matérielles. On y gagne bien sa vie, on ne risque pas le chômage, et il y a de bonnes vacances. Alors, souvenez-vous, la question des vacances, elle était quand même très peu dominante tout à l'heure, mais il me semble que la question, en effet, de la sécurité, et notamment de la sécurité économique, est importante pour une population tout à fait particulière, qui est celle d'un modèle beaucoup plus masculin et beaucoup plus jeune à la limite, un peu dans une forme de précarité, c'est-à-dire sans beaucoup de bagages économiques, sans beaucoup de bagages scolaires, et qui donc engendre des revenus assez faibles, qui en quelque sorte gravitent autour d'une insertion professionnelle difficile, et qui rend du coup l'activité professionnelle indispensable, non pas pour s'épanouir socialement, non pas pour s'épanouir relationnellement, mais simplement pour survivre. Et on est ici dans une frange de la population qui est beaucoup plus précarisée que les deux autres, et qui du coup
semble accorder une importance à ces valeurs instrumentales beaucoup plus que précédemment. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis que c'était un modèle masculin du breadwinner? Alors le breadwinner, c'est quoi? En politique sociale, c'est l'homme qui gagne le pain. On peut traduire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un modèle qui appartient en quelque sorte au monde industriel et qui voit en quelque sorte une responsabilité morale des hommes à subvenir aux besoins de la famille. Et quelque part, quand on est plongé dans ce modèle du male breadwinner, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une responsabilité en tant qu'homme à assurer financièrement les ressources de la famille. Et donc c'est d'autant plus difficile pour ces gens, ancrés dans ce modèle industriel fort, de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir s'y inscrire, si vous voulez. On est donc sur un changement de verbe. Autant chez les Homo faber, on était sur quelque chose qui faisait rimer bonheur avec être au travail, dans son acception sémantique forte du être, vous voyez, du suis. Autant ici on doit changer de verbe, puisque l'important n'est pas d'être au travail, mais d'avoir du travail. Simplement, j'ai envie de dire. Donc on n'est pas sur les mêmes caractéristiques, et donc la question de l'investissement au travail ne se jouera pas, bien sûr, de la même manière. Et ce qui va être recherché derrière ne se jouera pas sur les mêmes critères. Alors vous allez me dire, mais finalement, à quoi est-ce que ça sert de nous démontrer tout ça? Revenons à notre question fondamentale du jour, sur le passage à la retraite. Quelque part, ce passage à la retraite, il ne peut pas être compris, il ne peut pas être analysé, sans, me semble-t-il, rendre ou comprendre cette fonction symbolique du travail et de l'activité professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, traversé par ce que j'appelle une forme de polycentration identitaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette polycentration identitaire, ça veut dire qu'on voit de plus en plus, notamment dans les jeunes générations, mais comme le phénomène commence à avoir une petite vingtaine d'années, voire 25 ans, on voit en fait des phénomènes générationnels arriver, non plus des phénomènes simplement d'âge, mais des phénomènes générationnels, c'est-à-dire de montrer que l'activité professionnelle, certes, contribue à l'identité, à la construction de ce que je suis, mais combien cette activité professionnelle ou ce travail n'est pas et de moins en moins structurant de l'ensemble du symbolique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a d'autres valeurs symboliques qui prennent place en même temps que l'activité professionnelle et qui, du coup, redistribuent les cartes. C'est-à-dire que je peux bien sûr m'engager dans une vie professionnelle, mais quand même, j'ai d'autres aspects qui ne doivent pas être négligés et je ne vais pas aujourd'hui me fondre complètement dans l'activité professionnelle au détriment des autres valeurs symboliques. Prenez par exemple la question des médecins aujourd'hui. Je prends les médecins comme ça, mais on pourrait prendre d'autres catégories professionnelles. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? Je ne sais pas au Luxembourg, mais chez nous, on voit des pratiques de médecins de plus en plus, non pas en cabinet individuel, mais en maison médicale, avec une profession qui se féminise en plus. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a des médecins qui doivent travailler en équipe, qui doivent échanger, mais aussi structurer leur temporalité dans des collectifs. Parce que simplement, le médecin de famille, vous savez, qui était là de minuit à minuit, parce qu'il avait fait le tour du cadran, toujours disponible, toujours joignable, toujours à être là, ne prenant à la limite que 15 jours de vacances, et encore, on râle quand ils sont en vacances. Ce modèle est en voie de disparition. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'aiment pas leur activité professionnelle, pas parce qu'ils ne se sentent plus médecins, mais simplement parce qu'ils ont aujourd'hui aussi une vie de famille, une vie de sociabilité,
une vie faite d'activités en dehors de l'activité professionnelle, etc., etc. Et donc, ne pas considérer cette polycentration identitaire lors du passage à la retraite est fondamentalement une erreur. Et donc, quand on parle de formation à la retraite ou des choses comme ça, souvent on oublie complètement de traiter ce sujet-là, qui est pourtant fondamental pour comprendre comment le vécu de ces travailleurs va pouvoir être après le passage à la retraite. Parce qu'évidemment, mon homo faber, celui qui est tout entier dans son activité professionnelle, celui qui travaille comme un dingue et qui est au bout de 50 heures encore dans son activité professionnelle, certes il est en voie de disparition ou en voie de diminution, mais quand même il est encore là, hein, et quelque part le passage à la retraite pour cette population est bien plus problématique, pour que des gens qui sont dans ce système de polycentration identitaire. Pourquoi? Mais parce que ça signifie en fait ce passage à la retraite, si on le prend véritablement comme un moment, et vous me voyez venir, si on le prend comme un moment, est un moment couperet, qui va complètement déstabiliser le travailleur. Il y aura un avant et un après. Et l'effondrement sera d'autant plus grand que l'activité professionnelle constituait la seule base identitaire de son existence. Voilà. Et donc, oui, c'est une transformation qui atteint les carrières, l'ensemble du parcours, l'ensemble de la trajectoire professionnelle, mais qui s'inscrit aussi au moment du passage à la retraite de manière éminemment différente. Et donc, lorsque l'on parle de ce passage à la retraite, de quoi faut-il être aussi attentif? Bien sûr, aux investissements symboliques que représente l'activité professionnelle, c'est-à-dire y adjoindre une dimension familiale, relationnelle, sociale, culturelle, et voilà, en essayant d'inclure non pas le travailleur le retraité comme un travailleur uniquement, mais comme un homme qui est bien plus que réduit à une activité professionnelle. Alors bien sûr, vous me voyez venir lors de ma deuxième partie de mon exposé. Est-ce que c'est un passage ou est-ce que ce passage est un moment ou un processus? Et il est évident que la réponse, elle est évidemment liée au vécu de l'activité professionnelle et donc de l'ensemble de la carrière. Et donc on est véritablement sur un processus plutôt qu'un moment, c'est-à-dire une forme de transition, faudrait plutôt dire. Et donc, la retraite, elle se prépare aussi dans l'activité professionnelle, au moment de l'activité professionnelle. Et vous allez voir, cela nécessite bien entendu, du coup, de questionner l'expérience du travail en elle-même, et pas seulement au moment du passage à la retraite. Alors, quand même, une petite précision. La fin de carrière, elle ne correspond que très peu, finalement, à la question de la retraite. Je vous ai mis ici l'évolution des taux d'emploi de 55 à 64 ans, en pourcentage sur les 10 dernières années à peu près, de 2004 à 2014, où vous voyez que la Belgique et le Luxembourg sont assez proches l'une de l'autre, avec une augmentation significative des taux d'emploi, que l'on pourra questionner d'ailleurs. Mais on voit combien, en 2014, à peine 43% de la population quitte l'activité professionnelle par la retraite. En fait, il y a cessation d'activité bien avant le moment de la retraite. Et donc, si vous voyez aussi la situation en Allemagne et en Suède, vous voyez que ces taux d'emploi sont vraiment beaucoup plus élevés que chez nous. Alors, comprendre ces différences ne sont pas simples. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui un cours sur l'évolution des politiques d'emploi dans les différents pays, mais il me semble qu'on ne peut pas non plus tout attribuer ou attribuer tous ces changements et toutes ces différences et tous ces taux d'emploi simplement à une question de politique d'emploi ou de politique de plus ou moins, d'anticipation plus ou moins de l'âge de la retraite. C'est bien plus complexe que ça. Et je vais vous en donner d'ailleurs quelques éclairages qui permettent de comprendre sans doute pourquoi encore aujourd'hui, finalement le passage à la retraite n'est pas synonyme de fin de carrière, ou en tout cas les fins de carrière ne sont pas synonymes
de passage à la retraite. Oups, j'étais un peu vite. Alors, bien sûr, il faut rentrer dans les entreprises pour comprendre ce deuxième grand point. Il faut aller voir les pratiques d'aujourd'hui. Il faut aussi voir les conditions de travail d'aujourd'hui et questionner les conditions de travail. Alors, il me semble qu'il y a un concept clé sur lequel je voudrais m'appuyer, mais vous allez voir, je vais un tout petit peu le définir pour vous montrer combien il peut être une entrée intéressante pour comprendre ces questions du passage à la retraite. C'est le concept de gestion des âges. Alors, le concept de gestion des âges, il est plus ou moins bien appréhendé dans les univers professionnels aujourd'hui, dans les entreprises, sauf qu'il est à la fois appréhendé et peu employé. Je vous explique. Il y a juste 5 ans, en 2012, on a mené en Belgique une grande enquête nord du pays et sud du pays, plus Bruxelles, nos 3 régions, autour de la question de quelles sont les pratiques de gestion des âges qui sont au sein de nos entreprises aujourd'hui. Et nous voulions en fait avoir 45 entreprises, 15 en région wallonne, 15 à Bruxelles et 15 en Flandre, pour nous montrer finalement ce que recouvrait concrètement ce terme de gestion des âges. Quelle ne fut pas notre stupeur quand nous avons dû contacter, pas 45 entreprises, bien sûr, pour avoir notre échantillon, pas 50, mais bien 170 entreprises, pour savoir déterminer notre échantillon, c'est-à-dire pour avoir nos 45 entreprises qui pouvaient nous dire un tout petit peu quelque chose de la gestion des âges. C'est-à-dire que la gestion des âges, tout le monde en a déjà entendu parler, plus ou moins, mais lorsqu'il s'agit de rentrer concrètement dans les pratiques, en tout cas il y a 5 ans, c'était une non-question, en fait, un non-questionnement. Donc je suis ravie d'entendre, par le discours prononcé dans l'introduction, combien la question de la responsabilité sociale des entreprises est quelque chose qui commence à... Et la question de la diversité est quelque chose aussi qui commence à mieux s'inscrire au sein des pratiques managériales. Mais il y a 5 ans en Belgique, alors pourquoi? Et quelles étaient les 45 entreprises qui étaient du coup mobilisées? Ah, c'est pas difficile. Elles étaient mobilisées lorsque la question se posait dans leur entreprise. C'est-à-dire lorsque l'expérience les rattrapait. En gros, lorsqu'un travailleur senior quittait l'entreprise sans ayant nécessairement anticipé ce départ et donc se retrouvait avec une perte de compétences, une perte d'expérience qui, du jour au lendemain, faisait débat et faisait problème au sein des univers professionnels. Et donc, sans une dimension, et vous allez voir sur laquelle je tiens, une dimension préventive, une dimension anticipatrice, on est quelque part confronté d'emblée à un moment donné à cette gestion des âges, non pas parce que c'est une question qui fait débat au sein de l'entreprise a priori, non, elle fait simplement écho à un moment précis, et du coup, voilà, on commence à se questionner sur cette dimension. Alors, bien sûr, à partir de là, ce qu'il faut faire, ce n'est pas simplement le constat, c'est avertir, informer et agir. Voilà, donc on met en place des dispositifs pour, quelque part quand même, essayer par différents dispositifs de montrer en quoi cette gestion des âges peut être importante dans les entreprises, et pas d'ailleurs simplement quand le problème surgit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gestion des âges? Il me semble que derrière ce mot-là, il y a quelques présupposés qui sont importants de montrer. D'un point de vue individuel, il me semble que le postulat de départ, c'est que le travailleur est porteur d'une histoire. Et que donc, on n'a pas affaire à des travailleurs génériques. C'est-à-dire simplement substituables. Et c'est-à-dire que les politiques qui vont être mises en place doivent tenir compte du caractère local des entreprises. J'ai travaillé avec l'ARACT, l'Agence régionale d'analyse des conditions de travail du Nord-Pas-de-Calais, sur l'île, qui montrait très bien combien même les dispositifs très proactifs développés par les États
ne générait finalement que peu de pratiques innovantes dans les entreprises. Puisqu'en France, vous savez, depuis 2008, ils ont une obligation, alors les choses ont un peu évolué depuis le gouvernement Hollande, mais sous Sarkozy, depuis 2008, ils avaient une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 travailleurs de signer des accords ou des plans seniors pour aider au maintien en emploi des seniors. On a un peu la même chose en Belgique depuis 2015. Et force est de constater que les mesures qui étaient prises et les analyses de ces plans à accords signés montraient qu'on avait affaire à des travailleurs génériques et qu'il n'y avait pas d'inscription dans le local, c'est-à-dire pas d'inscription dans une forme d'état des lieux concrète, à la fois quantitative et qualitative, de la situation de mon entreprise. Les plans étaient élaborés comme ça, de manière assez... détaché du contexte organisationnel et managérial. D'un point de vue collectif, du coup, le management doit pouvoir anticiper. Donc ne pas avoir simplement une approche curative, mais bien préventive. Et travailler, et je crois que le mot a été dit ce matin, sur la notion d'employabilité me semble importante. Mais l'employabilité, j'aimerais la définir, parce qu'à nouveau, ce terme est employé avec des connotations extrêmement différentes. Pour moi, et je suis les propos de l'ARACT à ce sujet-là, l'employabilité se détermine, se construit à partir de l'entrelacement de 3 dimensions. La question de la santé, la question des compétences et la question de l'engagement professionnel. Vous voyez bien sûr que les questions de santé sont incroyablement importante. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que l'éviction prématurée du marché de l'emploi n'était pas due uniquement à des politiques d'emploi. Il est clair que les critères de santé sont au cœur du problème, avec un durcissement des conditions de travail, un accroissement de la pénibilité physique et une intensification du travail, et c'est sans doute pas à vous que je dois l'expliquer. Mais tous ces facteurs conduisent à avoir une forme d'usure professionnelle, parfois bien en deçà de l'âge légal de la retraite. La dernière grosse intervention en entreprise que j'ai faite est sur la STIB. Vous voyez, ces transporteurs, donc c'est la société de transport en commun à Bruxelles. Tram, bus et métro. C'est le plus grand employeur de la région bruxelloise, 7500 travailleurs à la STIB. Eh bien, on voit combien, malgré, j'ai envie de dire, toute la bonne volonté de l'équipe managériale, malgré une médecine du travail irréprochable, malgré un aménagement des postes de travail, on a une forme d'éviction prématurée du marché du travail qui est quand même importante. Et qui fait que, in fine, aujourd'hui en Belgique, le budget de la maladie-invalidité vient de dépasser le budget du chômage. Pourquoi ? Parce que en refermant le robinet des pré-retraites notamment, et des politiques d'éviction prématurée du marché du travail, alors je ne dis pas que je suis pour, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas avec ces restrictions progressives, qu'est-ce qu'on a ? On a une explosion du nombre de départs via la maladie-invalidité. C'est-à-dire les gens ne sortent pas par la porte, ils sortent par la fenêtre. Mais ils sortent quand même. Et donc les questions de santé, elles sont essentielles pour travailler. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le passage à la retraite ? Ben si, c'est évident. C'est évident que la question du passage à la retraite pose d'emblée la question de la trajectoire professionnelle et donc de l'état de santé, non pas seulement au moment de la retraite, mais bien tout au long du parcours. Parce que souvenez-vous quand même que les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. Et que c'est la question de l'âge est probablement la plus grande discrimination qui s'attrape. J'espère que vous l'attraperez tous, à un moment donné. Mais donc ça veut dire que sur toutes les autres formes de discrimination, on peut être protégé. Mais la question fondamentale de l'âge, elle impacte tout le monde. C'est une discrimination tout à fait particulière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur les autres discriminations, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, mais elle a un caractère tout à fait particulier. Bien sûr, la question de l'employabilité, c'est-à-dire de la capacité à rester en emploi, je la définis comme ça. Elle dépend aussi des compétences et donc de la capacité que les entreprises ont aussi une responsabilité
à maintenir et à développer les compétences de ses salariés, notamment par des formes d'accroissement des formations. On est encore sur un déficit de formation avec l'âge, et pas nécessairement dû, alors ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas une question de responsabilité uniquement de l'employeur, c'est aussi parfois le travailleur qui ne pense pas que c'est encore bon à son âge, allez me former, bon, avec quoi venez-vous? Mais si, la question de l'employabilité, elle se pose aussi en termes de formation à travers les âges. Et enfin, la question de l'engagement professionnel, je ne vais pas être très longue, puisque en fait, je l'ai travaillé dans la première partie de l'exposé, autour, bien sûr, de ces investissements symboliques. Et notamment de la question tout à fait particulière de l'articulation vie professionnelle, vie famille, qui pour moi est centrale et encore devrait faire l'objet, aujourd'hui plus encore qu'hier, de nouvelles formes de politique, de nouvelles formes d'aménagement des temps de travail dans les univers professionnels. Et donc, voilà ce que ça donne. Cette question, bien sûr, de l'employabilité se construit à travers, bien sûr, les caractéristiques de l'environnement, et donc de l'inscription dans le local, des capacités de l'individu, mais aussi de ces trois caractéristiques qui se mélangent et qui doivent être au cœur des pratiques de gestion des âges. Vous avez compris donc que pour moi, la question des âges, elle se pose de la même manière à 25 ans qu'à 50. Alors je vous avais mis, mais je vois que le temps tourne, je vous avais mis quelques illustrations en quelque sorte de ce que je vous ai dit. Je vais vous lire. C'est Lucien, il a 55 ans. J'ai eu 55 ans en novembre. Je suis sortie de l'école d'un lycée d'enseignement professionnel à 18 ans et je suis directement entrée dans l'atelier dans lequel je travaille encore aujourd'hui. Ça fait 37 ans maintenant. Je suis restée en nuit pendant une dizaine d'années. J'ai changé d'horaire parce que l'atelier a changé. Le travail est assez stressant parce qu'on ne peut rien rater. On travaille sur des pièces uniques. Bon, même avec l'ancienneté, l'expérience, on fait encore des petites erreurs. La nuit, ce sont des heures de sommeil que l'on n'a pas et qu'on est perturbé. On ne dort pas comme la nuit le jour. On a fait la nuit, on ne s'est pas récupéré et c'est très contraignant passé un certain âge. Donc maintenant, je travaille du lundi au jeudi, je fais 5-13, mais c'est quand même encore pour se lever à 4 heures du matin. Les postes ne sont pas adaptés. Je ne pouvais plus faire ça jusqu'à 60 ans. À l'atelier, on travaille le plus souvent debout et dans le bruit. Le corps ne suit plus toujours, on n'a plus 20 ans. On a l'expérience en 37 ans. Je connais mon boulot. Des fois, ce sont les chefs qui viennent me poser les questions. Avec les collègues, on s'arrange comme on peut. On essaye de s'arranger entre deux machines. L'un fait cette pièce-là et l'autre fait l'autre partie. Pourquoi est-ce que je vous mets ce témoignage? Bien sûr, pour montrer toute l'évolution des métiers, mais aussi les contraintes organisationnelles qui parfois pèsent, et de manière inéluctable, j'ai envie de dire, sur les corps. Et la difficulté aussi, de plus en plus, on en discutait tout à l'heure, de trouver des solutions adaptées. Pourquoi? Mais parce que si on a une population vieillissante, on a de moins en moins de postes faciles, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On est dans une forme, et les médecins du travail le constatent au jour le jour, c'est-à-dire une quasi-impossibilité de jouer avec des aménagements de postes ou des transferts d'un poste à l'autre, bien sûr. Et donc, je ne suis pas dans une perspective manichéenne, il y a des gentils travailleurs et des méchants patrons, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, c'est qu'il faut trouver des solutions adaptées ensemble. Mais on voit quand même la difficulté, et combien l'âge pèse sur ces vécus, surtout dans des situations où l'usure professionnelle et la fatigue sont extrêmement présents. Alors ici, on est sur de la pénibilité physique, mais bien sûr, on a parlé déjà, le terme a été évoqué déjà dans l'introduction, l'augmentation des charges mentales, des risques psychosociaux, fait peser de la même manière sur une autre population des risques d'éviction professionnelle tout aussi importants. Donc, la question de la soutenabilité du travail, il me semble qu'elle porte à la fois sur des préservations de la santé, un développement des compétences, un engagement professionnel, une visée préventive et curative,
une visée individuelle et collective. On a un peu de mal, je trouve, en tant que sociologue aujourd'hui, à continuer à travailler avec des logiques du collectif, des collectifs de métier, des collectifs de travail. Je trouve qu'on est de plus en plus dans des logiques individualisantes qui ne sont pas pour favoriser les échanges et l'entraide, et des formes d'organisation du travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais on a des questions à se poser dans les entreprises au jour le jour. Du point de vue de la santé, du point de vue du développement des compétences et du point de vue de l'engagement au travail, puisque ce sont les 3 piliers qui forment cette employabilité. Comment les situations d'inaptitude sont-elles gérées? Que mettez-vous en œuvre pour prévenir l'usure professionnelle? Du point de vue du développement des compétences, c'est la question du recrutement et de la formation qui est en jeu, et aussi de l'évolution de carrière, notamment. Et enfin, la question de l'engagement au travail porte nécessairement sur les questions d'aménagement des temps de travail. Donc, je le disais, et je vois que l'heure tourne, une visée préventive et plutôt que curative, individuelle et collective, pour pouvoir, bien sûr, travailler ces questions du maintien en emploi dans des conditions qui permettent aux travailleurs de rester jusqu'à l'âge de la retraite. Et en termes d'organisation du travail, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est l'anticipation. C'est-à-dire de ne pas risquer de perdre les compétences et les expériences accumulées lors du passage à la retraite de ces travailleurs. C'est-à-dire d'avoir des formules, je crois qu'on va vers des formules plus souples, non pas de disparition de l'âge de la retraite, ce qui serait pour moi une catastrophe sociale, mais un assouplissement ou une espèce d'invention de formules plus souples, plus flexibles et plus adaptées aux situations individuelles, qui font que certains ont envie de rester après l'âge de la retraite, que certains ne veulent plus ou ne peuvent plus rester après l'âge de la retraite, mais il faudrait éviter quand même qu'on ne soit dans une société où on doit rester après l'âge de la retraite, simplement pour des questions de survie financière et économique. Donc il faut faire attention entre une ouverture des possibles en fonction des volontés de chacun et de l'adéquation entre une organisation, un mode de management et des volontés personnelles, avec davantage de souplesse, mais sans bien entendu sombrer dans des sociétés où on trouve des gens sur des chaînes de montage à 80 ans, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix que d'être sur ces chaînes de montage, et où l'on entend certains managers dire « Vous savez, on a juste dû réduire un petit peu la vitesse, la cadence de la chaîne. » Mais ce sont des personnes qui sont extrêmement fidèles, extrêmement fiables, et le jour où elles ne sont plus là, c'est qu'elles sont probablement décédées. Je ne veux pas d'une société telle que celle-là, mais je veux aussi d'une société qui ouvre, alors en sociologie on dira, qui désinstitutionnalise ou qui déstandardise les parcours de vie, c'est-à-dire qui laisse de la flexibilité, de la marge de manœuvre pour que les entreprises puissent continuer à bénéficier des talents et des compétences de chacun, mais qu'elles puissent aussi, à un moment donné, préparer le départ à la retraite pour des salariés qui, soit ne veulent plus, et on comprend, soit qui ne peuvent plus, et c'est évidemment beaucoup plus dommage. Pour conclure donc, je dirais que, bien sûr, le passage à la retraite est un processus, j'espère que vous l'aurez compris, qui s'inscrit dans la totalité du parcours de vie. Alors bien sûr, on ne fait pas de plan de carrière à 25 ans aujourd'hui comme on le faisait il y a 40 ans. On ne fait pas non plus aujourd'hui à 25 ans une prévision sur ce que sera sa retraite. Mais quand même, la préservation de son employabilité ne se travaille pas après 50 ans. Elle se travaille à partir de l'entrée dans le parcours professionnel, parce que je vous le dis, les gens d'aujourd'hui seront les seniors de demain. Et on voit bien combien ça concerne des facteurs objectifs, bien sûr, mais ça implique aussi un système de valeurs qui est en profonde transformation actuellement, dans un contexte organisationnel et managérial qui n'est pas non plus
en dehors de tout changement fondamentaux aujourd'hui. Et donc, pour conclure réellement maintenant, les RH ont évidemment un rôle à jouer dans ce processus, et je suis convaincue que les 3 expériences qui vont suivre vont nous montrer toute la difficulté, mais aussi la capacité à inventer, à innover des solutions qui tiennent compte de l'ensemble de ces caractéristiques. Et donc, les RH ont un rôle à jouer dans ce processus qui s'inscrit dans un parcours professionnel, mais qui nécessite donc une anticipation à la fois pour le devenir du travailleur et pour le devenir de l'entreprise. Et je vous remercie pour votre attention.